Bonjour les passionnés de rando, bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Bon, bonjour Jonathan, ça va bien toi? Ben oui, très bien, toi aussi? Oui, donc un autre podcast avec un super invité de haut de gamme aujourd'hui. Oui, haut de gamme. Donc, c'est qui, Jonathan, qu'on rencontre aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on reçoit la super Caroline Côté. Caroline, bienvenue au podcast. Merci, ça commence bien. En tout cas, vous mettez pas mal d'énergie dans ce podcast-là. Comme là, j'adore. Ah ben écoute, on essaie, on aime ça, puis on était vraiment super excités de t'avoir au podcast parce que, bon, écoute, on t'a entendu sur d'autres podcasts, on a eu la chance de te rencontrer à Sherbrooke il y a pas très longtemps pour le lancement de ton livre et tout ça. Je suis aussi en train de lire ton livre, c'est vraiment... Donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on est bien excités de t'avoir avec nous. Donc, les passionnés, je le répète encore une fois, on est avec Caroline Côté aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prendre, on va parler d'aventure. On va parler d'un peu tout ce que Caroline fait et a fait. Mais on va aller chercher le petit côté que ça faisait longtemps que je voulais traiter, qui est un peu l'aventure et la femme dans l'aventure. Parce que souvent, on parle de ça, on entend parler beaucoup des hommes, on entend parler de tout ça, mais c'est rare que je crois qu'on a le côté... ce côté-là où, dans le fond, quelle place prend la femme dans le domaine de l'aventure, de la randonnée puis de l'expédition. Puis on s'entend que nous autres, on est deux gars, fait qu'on n'a pas cette vision-là. On essaie d'être des hommes modernes et tout ça, oui. Mais on voulait vraiment parler de ce sujet-là. Donc, si on commence avec toujours notre première question qui tue, qui semble facile, mais que tout le monde a toujours « Ah, j'ai tellement ça me fait poser cette question-là. » Et quelle est cette question? Qui est Caroline Côté? OK, donc là, vous voulez que je réponde à ça? Oui. Ben oui. Non, mais tu sais, il y a plein de gens, tu sais, qui vont me décrire comme « Ah, Caroline a fait des trucs extrêmes » ou tu sais, c'est quelqu'un qui s'en va dans le froid, qui dépasse ses limites. Bon, OK, tu sais, je vais commencer en disant que c'est peut-être pas ce qui me décrit le mieux. Moi, je suis à la base, tu sais, une filmmaker, une cinéaste, quelqu'un qui fait des films, une réalisatrice de films d'aventure. Et ben, j'ai cette vision-là créative qui est vraiment forte. Puis quand les gens m'interrogent, tu sais, ils disent « Ah, je pensais que tu allais parler super fort, que tu allais prendre plein de place parce qu'ils croient que, je sais pas, je suis en plein air, puis les filles en plein air, tu sais, c'est comme des toughs. » Mais moi, je suis vraiment plus posée, on dirait, puis j'aime ça, toujours être derrière la caméra. Avant, j'étais super gênée comme fille, puis, ben, faire de l'aventure, c'est sûr que ça m'a dégênée, mais je me décrirais vraiment plus comme une personne qui est créative, qui aime ça aller en région polaire, qui aime ça aller vivre quelques semaines, quelques mois aussi en tente, parce que ça me permet de retrouver cette créativité-là que j'ai à l'intérieur de moi, tu sais. Fait que, bon, c'est un peu comment je me décris, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui aime les petits détails du quotidien, les détails de la nature. Alors voilà, si ça répond à votre question, je suis contente. Très belle description. Ça répond bien à la question. Puis il y a une affaire qu'il faut que j'ajoute, là. Tu sais, que tu disais, tu sais, je suis pas extravagante et tout ça, je suis posée. Est-ce que tu te souviens, je t'avais donné le commentaire quand j'avais écouté les premiers podcasts que tu avais fait. J'adore écouter tes podcasts. Parce que c'est tellement relaxant. Écouter tes podcasts, c'est calme, c'est cool. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très extravagant, je suis plein d'énergie. Le monde me qualifie toujours comme quelqu'un de très intense, mais ça me fait vraiment du bien d'écouter tes podcasts. Des fois, je suis en randonnée, puis j'écoute ça. Là, je l'ai écouté plusieurs quand j'étais sur la Côte-Nord. Là, puis je randonnais, puis j'étais comme toute d'une espèce de zone zen. C'était toute full, tranquille. Ta voix est vraiment relaxante, puis j'adore ça. C'est ça que je voulais dire.
Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts de plein air, tu sais, autant du côté anglophone, puis là, il commence à en avoir plusieurs du côté francophone. C'est motivant parce que moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je fais des activités en plein air. Et ben, de plus en plus, on a le choix, tu sais, d'en avoir des bons de qualité en français. Et tu sais, comme quand c'est des podcasts en anglais, tu sais, je connais pas toujours les gens dont il est question. Puis ben, c'est le fun d'avoir un podcast avec vous autres parce que ben, vous faites du bon travail. Merci. Un gros merci. Merci. Fait que là, c'est vraiment beau le côté créatif, mais si on commence plus par le côté aventure. Ça serait quoi la dernière aventure que tu as faite de ton côté? Ben écoute, je me suis pas tant lancée à l'aventure depuis que j'ai fait la grosse expé l'année dernière, tu sais, où je suis revenue en janvier au Canada. J'étais allée en Antarctique pendant 33 jours. J'étais partie avec tout mon équipement. Puis j'avais essayé de me rendre au pôle Sud le plus rapidement possible. Fait qu'à partir de là, ça, c'était tu sais, une des plus rapides que j'avais fait selon la distance. C'était un gros challenge. Puis c'était un gros coût aussi financier. Ça m'a coûté environ 100 000... 100 000, ouais, 100 000 Canadiens. Fait que même un peu plus, là, j'en laisse passer pas mal là-dedans, mais c'est des coûts qui représentent une année peut-être où après, ben, je dois faire un peu moins de plein air. Je dois plus être à Montréal en train d'essayer de rattraper la balle puis d'essayer de faire des conférences que j'aime aussi. C'est un autre mode de vie, tu sais, parce que quand je suis revenue il y a un an, j'ai écrit un livre, puis là, j'étais toujours à l'intérieur sur mon laptop à essayer d'écrire le plus possible. Donc, j'étais à l'intérieur, puis sinon, je voyais des gens en entreprise. Ça m'a changé du décor de l'Antarctique un petit peu, puis des whiteouts. Le clash doit être assez intense hein, entre l'Antarctique, puis là, tu reviens en ville. Vraiment, parce que j'étais là-bas, tu sais, toute seule pendant 33 jours. Tu sais, j'ai jamais eu la chance, moi, d'être seule aussi longtemps. Là. Ben, c'est quand même rare, là, dans la vie, là. Les gens qui peuvent se permettre ça. Puis ça m'a amené à me découvrir, c'est sûr, mais quand tu reviens, t'es comme, OK, t'es dans un autre mode. Puis moi, j'avais tellement, tu sais, je m'étais challengée sur le terrain à essayer de faire, tu sais, à peu près plus que 30 km chaque jour, même dans des conditions quand même assez difficiles et froides. Fait que quand je suis revenue à Montréal, moi, je me disais, OK, let's go, j'enchaîne avec des conférences. Sauf que c'était pas nécessairement le bon choix parce que j'étais un peu marquée physiquement, puis mentalement aussi par cette expérience-là. Ça m'avait vraiment amené ailleurs. Fait que les premières conférences que j'ai faites, j'avais pas vraiment fait la conclusion de mon expédition. J'avais pas remarqué que je revenais puis je voyais des centaines de personnes à la fois quand j'avais passé le dernier mois toute seule comme pendant des semaines et des semaines. Là, c'était quelque chose. Ah, c'est clair. Si on poursuit avec la prochaine question, Caroline, comment toi, au départ, t'as découvert la randonnée? Parce que je pense qu'à un moment donné, on commence tous par la randonnée à quelque part, puis ça dégénère vers d'autres choses. Mais comment t'as commencé, puis un peu le processus où t'en es venu à faire ce genre d'expédition-là? Tu sais, il y a quelques moments là, que j'ai en tête. Moi, ma famille, elle venait de Saint-Aimé-des-Lacs. C'est un petit village qui est à côté de Charlevoix-Malbaie. Oui, exact. Trop beau. Je connais très bien. C'est quand même assez connu parce que c'est là que le parc de Haute-Gorge se situe. Exact. C'est un endroit magnifique. L'hiver, 2-3 mètres de neige sans problème. Et moi, vraiment, là, j'étais une fille de Longueuil, là, rien de très, très fameux en termes d'aventure. J'étais une fille de la Rive-Sud de Montréal, puis je sortais pas nécessairement avec mes parents. Mes parents ils étaient un petit peu plus urbains, puis ils m'amenaient dans le bois, là, c'est sûr. Mais vraiment, la première fois, c'est quand je me rappelle être allée avec mes cousines. Ils nous emmenaient dans des mini-aventures, mais pour nous, c'était des aventures pour les filles de la ville, pour ma sœur et moi. Mais pour elles, c'était comme la réalité. Ils s'en allaient dehors, ils s'en allaient jouer dehors, puis on amenait des allumettes, on s'en allait faire un feu en haut de la montagne, puis mes parents ils capotaient parce que je revenais,
au courant de la soirée. Puis ça dérangeait pas les parents de mes cousines, tu sais. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. Puis c'est là où j'ai découvert que s'il n'y a pas de sentier tracé, ben fais-les. Puis tu sais, on était à genoux là-dedans, puis on avait du fun. On rencontrait des animaux sauvages, on apprenait à faire des feux, à se faire un chocolat chaud. Puis tu sais, ça m'a motivée à peut-être être plus ouverte face à ce monde-là que je connaissais pas. Puis après, ça, c'est des années après, là, je dirais environ quand j'avais 19 ans, 20 ans. Pendant toute cette période-là, j'ai pas fait grand-chose en aventure. J'avais même pas l'attrait, tu sais, d'aller au cégep en aventure. Sauf que là, j'ai eu un copain. Lui est allé au cégep Saint-Laurent. Puis au cégep Saint-Laurent, il y a un super bon cours là, qui est offert. Puis ça permet à des gens qui ont de l'intérêt face au plein air de devenir guide d'aventure. Puis mon chum, dans le temps, il avait fait ce cours-là. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était bien fou son affaire. Je comprenais rien de ce qu'il faisait. Il s'en allait une semaine en ski, l'autre semaine en canot, l'autre semaine en rando. Et à un moment donné, il dit, ben viens-tu camper l'hiver avec moi? Fait que je suis allée. Puis ça a été là que j'ai fait, OK, mais je suis vraiment pas bien dans cet environnement-là. Je suis dans une tente, c'était dans le New Hampshire, à côté des Montagnes Blanches. Et là, j'étais là, comment je peux améliorer mon environnement pour avoir l'air d'être mieux? Fait que chaque fois que j'allais faire du camping extérieur après, l'hiver, j'essayais d'améliorer mon campement puis de me sentir bien, comme si c'était normal pour moi de dormir dehors. Et finalement, ben, j'ai trouvé un attrait là-dedans de dire que on peut dormir n'importe où. Puis c'est là où j'ai apprécié la détente de dormir dans une tente l'hiver. Parce que t'as pas de bébé, t'as pas de pluie. Puis j'adore faire du camping l'été, mais vraiment l'hiver, là, il y a quelque chose qui est plus de luxe, je dirais. C'est comme le camping de luxe, c'est l'hiver. C'est vraiment drôle hein, parce qu'il y a tellement les gens ont tellement pas la même mentalité, tu sais, c'est comme moi on a fait, moi puis Jonathan l'autre jour, on a fait un petit podcast parce qu'on allait tester le nouveau matelas, le nouveau Tensor Extreme Condition là, de Nemo, qui en passant c'est une machine de matelas là, je veux dire, c'est complètement ridicule. Puis mais moi, tu vois-tu, j'ai quand même bien dormi, mais j'ai de la misère à avoir du fun l'hiver. Je suis pas le meilleur gars d'hiver. J'ai pas eu ça, par contre, tu sais, mais tu sais, moi, l'été, en cuissard, en t-shirt, dans ma tente, moi, c'est là que je relaxe. Mais je suis pas un gars de frette, puis je suis pas un gars de bébite, par exemple. Puis c'est drôle parce que je viens de la Côte-Nord, fait que c'est peu dire, là. Mais Christy que j'aille bébite. Mais en tout cas, anyway, c'est juste vraiment drôle. Puis tu sais, tu parlais de ton ami, tu sais, qui avait qui a fait le cours, tu sais, au collège et tout ça, c'est pour les guides de plein air. On a fait un podcast avec Alexandre Billette dernièrement. Puis tu sais, lui, il donne ce cours-là maintenant, là, à Gaspé et tout ça. Fait que je t'entendais parler de ça, ça m'a fait rire parce que ça faisait un bon parallèle. Puis c'est un gars incroyable, hein, on a tellement eu de fun avec, il est vraiment fin. Puis il est généreux aussi, un peu comme toi, très généreux de son temps, puis tout ça. Là. Ouais. Alors, mais... Alex, il est extrêmement formé. C'est un au Québec, une des personnes que je connais autour de moi qui a un niveau de perspective mentale dans l'aventure. Il en connaît énormément, mais aussi au niveau technique, c'est incroyable. Ah oui, effectivement, c'est une source d'information. Depuis qu'on a fait le podcast avec lui, moi j'y parle sur une base régulière pour lui demander son feedback sur plein de choses. Ouais. Fait que justement, là tu parles de comme camping d'hiver, que c'est ton camping de luxe. Puis comme dirait que lui puis moi on a fait ce qui est pour moi ma première sortie de camping d'hiver en janvier. On était au Mont Gosford ici dans l'Estrie. Puis j'ai vraiment détesté ça. Sur le moment, j'ai détesté ça. J'ai pas aimé avoir froid. On est arrivé, je suis rentré dans mon sleeping bag, puis là, moi, j'étais comme, je sors plus de là. Ah non, ben, c'est littéralement, là, il était 5 heures le soir, ou 6 heures. On n'avait même pas encore soupé. Moi, je faisais à souper, puis je chillais. Lui, il était sur le matelas, dans le sleeping bag, monté jusque-là. Il dit, moi, tu me serviras la bouffe ici. Je bouge plus de là. C'était exactement ça.
Mais par contre, j'ai quand même un appel un peu pour tout ce qui est comme l'Arctique, les paysages nordiques. Puis je sais qu'au fond de moi, j'aimerais ça en faire plus, m'habituer et faire comme des longues randos, camping comme ça. As-tu des conseils à donner pour soit s'habituer au froid ou bien être plus confortable dans nos campings d'hiver? Hein? Ben oui, tu sais, j'en ai quelques-uns. Tu vois que là, c'est sûr que tu pars pour une journée ou deux, tu t'habitues pas nécessairement facilement parce que tu es encore dans ton mode de vie où, tu sais, ici, je suis en Norvège, puis les gens, ils mettent le chauffage à 25 degrés dans la maison, tu sais, parce que ici, c'est comme ça. Mais tu sais, je suis comme... C'est sûr que si tu pars pour 2 jours, c'est plus difficile parce que tu as un gros clash. Mais tranquillement, tu t'en vas en nature, tu fais un expé plus longue, c'est là que ça commence à être le fun parce que, ton corps prend un peu, tu sais, fatigué à force de faire des kilomètres parce qu'habituellement, tu te déplaces. Puis là, la fatigue vient plus facilement le soir. Mais aussi, ben, tu sais, les trucs, c'est aussi facile que de manger un peu plus, tu sais. On mange comme des gens qui vivent vraiment à l'intérieur. On sort pas trop de la maison. Quand je sors dehors, je mange à peu près le double de nourriture que je fais quand je suis plus à Montréal. Puis sinon, ben c'est une autre forme d'adaptation. Tu sais, l'hydratation aussi te permet d'avoir vraiment plus de chaleur dans tout le corps. Même si tu bois de l'eau qui est, je dirais pas froide, mais de l'eau tiède, le fait d'avoir de l'eau dans ton corps te permet vraiment d'avoir plus chaud. Puis ça, c'est tous des trucs super bêtes, mais c'est des trucs que tu te rappelles pas parce que t'es plus en mode « Oh man, c'est tellement frais dehors, genre je gèle, puis je suis pas capable de continuer. » Mais quand t'enlèves tout ça, après quelques jours, tu te rends compte que c'est pas si pire. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours une gourde sur moi le matin, par exemple, qui me permet de garder ma chaleur. Par exemple, quand je me réveille, je fais bouillir de l'eau, je mets ça dans mon manteau. Tu sais, mon manteau, là, je prends un manteau qui est extra large, OK? Puis, je mets ça par-dessus toutes mes autres couches de manteau. Puis ça, c'est mon manteau que, s'il arrive quelque chose, je vais le prendre dans mon traîneau, je vais le mettre sur moi, puis mes bouteilles d'eau chaude vont m'accompagner, ils vont être dans mes grosses poches. Puis ça, c'est mon truc, là, pour reprendre ma chaleur rapidement. Mais il faut jamais se rendre à un point où, justement, tu es dans ta tente, puis tu n'es plus capable de sentir le bout de tes doigts, puis d'allumer le réchaud. C'est comme le point tournant, tu sais. Tu veux toujours rester en contrôle. Puis, c'est toute la gestion des petits détails, tu sais, le camping d'hiver. Autant, si tu n'es pas respectueux de l'intérieur de ta tente, tu laisses rentrer plein de neige, il y en a un peu sur ton tapis de sol. Juste ce petit détail-là, ça peut créer de l'humidité dans ton sleeping. Ensuite, c'est plus froid au bout de tes pieds. Puis tout ça peut dégénérer tellement facilement. Puis en fait, en région polaire, ben, tu peux te retrouver à te faire évacuer. Puis des fois, il n'y a pas de moyen d'être évacué. Mais tout ça, la gestion des détails est tellement importante. Moi, je suis quelqu'un à la maison qui va, bon, je vais avoir une maison régulière, je vais pas trop me laisser traîner, mais quand même, je suis pas rigoureuse. Quand j'entre dans ma tente, tu m'amènes de la neige dans le lieu où je dors, ben là, c'est comme, ça me stresse à un point, là, où je me connais pas là-dedans encore, mais je suis vraiment comme très rigoureuse par rapport à mon environnement. Ma cuillère d'expédition, tout ce qui est mes petits items va être placé à un endroit particulier parce que je sais que dans un moment de besoin, je vais les avoir. Puis sinon, la chaleur, ben, c'est peut-être aussi, ben, c'est surtout aussi l'humidité, là. C'est comme, tu reviens d'une journée de ski, puis ça m'arrive aussi souvent parce que je me donne beaucoup. Tu finis ta journée de ski ou de marche, tu as monté une montagne, ouais, mais tu as tout le dos plein d'humidité. C'est comme tellement facile parce que tu veux pas avoir froid, tu veux pas enlever tes couches de manteau parce qu'il vente, mais en même temps, t'es tout mouillé. Fait que là, c'est comme, OK, t'arrives dans ta tente le soir puis tu gèles, c'est sûr. Fait que moi, je ralentis ma journée. 1 heure avant d'arriver à mon campement, je vais comme enlever, par exemple, une couche de manteau où je vais aller vraiment tranquillement. Puis j'arrive à mon campement en me disant, OK, ben, là, je suis limite. Tu sais, j'ai pas froid, j'ai pas chaud. Puis je suis pas, tu sais, j'ai pas, mettons, mes chaussettes qui sont dégoulinantes de sueur, là, tu sais. Ça, c'est important aussi. Ouais, parce que l'hiver,
On le sait, c'est pas compliqué. Moi, la première règle que j'ai appris l'hiver, c'est humidité égale non. L'hiver, Tu meurs, ouais. l'hiver, c'est ça. C'est vrai. Mais moi, j'ai tellement de misère. Parce que là, je m'en vais au camp de base de l'Everest avec Gabriel Philippi là, en mars Wow. prochain. Puis, moi, l'hiver, là, regarde, à moins 10, là, lui, il en revient pas. Là. À moins 10, je me promène avec une sous-couche. That's it. Puis je trouve le moyen de suer pareil. Je veux dire, c'est incroyable. Faudrait que je me promène en bédaine pour pas suer. Fait que tu sais, pour moi, c'est vraiment un concern là, avec lequel il faut vraiment que je deal. Parce que peu importe ce que je fais, je sue, je dégage une quantité de chaleur complètement débile. Fait que moi, quand je m'en vais en randonnée, j'ai pas le choix. Je dois toujours me traîner plus de vêtements, des vêtements de spare, puis aussitôt que j'arrive en haut d'une montagne, même s'il ferait moins 20, la première affaire que je fais, c'est que j'enlève mon chandail, je mets l'autre, puis oui, pendant quelques minutes, le temps que tu changes ton chandail, t'as froid, mais après ça, là, t'es tellement bien après, là. Ah ouais. Une fois que t'es sec. C'est ça. À la minute C'est que vrai. t'es sec, ça change tout, puis après ça, c'est parce que si tu mets un manteau sec, qui est ton manteau vraiment pour te préserver des éléments, et que tu le mets sur une couche qui est complètement humide, c'est fini, là. L'humidité, elle s'en va toute dans ton manteau, puis après ça, s'il vente et tout, c'est fini, là. Tu sais, fait que c'est des choses qu'il faut faire vraiment attention. Ben oui, c'est la gestion, encore une fois, des petits détails comme ça peut te sauver ou ça peut faire dégrader toute ton aventure. Tu sais, on rit, tu sais, quand c'est des journées à l'extérieur. Quand on parle de moi, tu sais, moi j'ai un kit seulement, là. Je peux pas amener dans mon traîneau comme plein de chandails. Fait que quand j'amène, mettons, une paire de pantalons, une paire de chandails, je peux pas l'enlever. Fait que, parce que j'ai tellement de poids à transporter dans mon traîneau, mettons, tu sais, avec toutes les journées de nourriture, que là, il faut vraiment que je fasse une bonne gestion de mes vêtements. Puis ça, c'est le plus complexe. Puis comme tu dis, c'est tellement facile d'aller à cette étape-là là, où t'as vraiment chaud. Mais moi, je suis pas comme toi. Là. Je suis plus du genre à être un peu plus frileuse. Ouais, pour ça, je pense que ça peut aider un peu l'hiver, là, pas... Mais, ouais, c'est ça. Mais, écoute, j'ai vraiment détesté l'expérience, mais le lendemain, je voulais repartir. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même bon signe, là. Fait que c'est sûr que je vais essayer ces trucs-là. Caroline, en 2023, je sais pas ce qui s'est passé en 2023, mais on aurait dit que ça a été l'année des femmes d'aventure en 2023. On aurait dit qu'il y a eu un moment donné là, où à toutes les semaines, il y avait une femme qui avait fait de quoi d'incroyable, qui avait battu un record quelconque. Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes de percer dans ce domaine-là, d'avoir comme de la reconnaissance dans ce domaine-là? Tu sais, je te dirais, ça a changé beaucoup durant les dernières années depuis que j'ai commencé à faire du plein air. En ce moment, peut-être que je te dirais même que c'est l'opposé parce que il y a une tendance où on n'a pas entendu souvent les filles parler d'aventure, que là, on dirait que maintenant, c'est un peu plus dans la vague de ce qui est cool, de ce qui est populaire. Puis tant mieux, parce que c'est en faisant des démarches comme ça, comme vous faites aussi, que ben on normalise ça. Puis mon but, moi, c'est... Je sais qu'il y a plusieurs femmes qu'on entend, on dirait qu'on veut l'égalité de tout ce qui se fait dans le domaine de l'aventure, autant du côté des femmes que des hommes. Mais là, il y a beaucoup d'attention qui est mise sur les femmes. Donc, c'est parfait, il faut continuer à en parler. Je te dirais que moi, ce qui a été le plus dur, où j'ai eu plus de difficultés à percer, là, c'est vraiment au départ, quand tu veux te joindre à une équipe, par exemple, qui est composée d'hommes, tu dis, ouais, ben moi, je peux venir avec vous, tu sais. Il va y avoir un petit peu plus de jugement ou de questionnement à ce niveau-là. Des questions genre, ah ouais, ben, tu sais, tu peux-tu porter tel sac? Tu sais, il va y avoir beaucoup de questions par rapport au physique, mais tu sais, quand tu pars en aventure, à un moment donné, c'est plus la force mentale jusqu'à un certain point qui compte. C'est le physique compte un peu, mais... le poids, je te dirais, à un moment donné, c'est comme, bon, ben, tu sais, je vais peut-être porter moins que toi, mais en gros, au final, je vais réussir à avancer puis à me rendre au bout de cette aventure-là. Donc, peut-être des petits jugements comme ça, là, qui étaient présents dans le temps. Puis maintenant, tu sais, quand je guide des personnes, comme au Groenland, quand on fait la traversée
est-ouest, ça prend environ un mois. Je pars avec des gens qui m'accompagnent là-dedans et d'avoir une guide femme, puis des fois d'avoir des groupes qui sont composés juste d'hommes, ben, tu te rends compte que des fois, il y a des petits préjugés, là, mais ils disparaissent vite, tu sais, après quelques jours d'expé, même quelques heures, parce que au final, on est pas mal tous égaux là-dedans habituellement. Cool. C'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qu'on avait remarqué, je veux dire, effectivement, dans les dernières années, c'est vraiment une trend, même que je dirais que, honnêtement, j'ai entendu parler plus de choses dans le domaine du plein air en général, sur les femmes, dans les dernières années, que j'en ai entendu sur les gars. Je fais rien qu'à regarder, même dans le domaine de la course de trail, parce que je fais un peu de course de sentier et tout ça, on aurait dit qu'il y a plus d'intérêt porté autour des records féminins que des records masculins. C'est comme quand je me souviens pas du nom de la demoiselle française là, qui a réussi là, la traversée la plus rapide du GR20. Là. Oui, exactement. On a entendu parler beaucoup plus que certains records masculins qui ont été faits à peu près à quelques mois d'intervalle. Ah, c'est ça, c'est vrai. Ouais, puis c'est un peu c'est un peu vrai sur toutes les scènes. Là, comme, moi, je suis un fan d'escalade, puis l'escalade aussi, là, plus ça va, plus que les femmes prennent de l'avant, puis c'est le fun à voir. Là, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Il n'y a pas de rien de mal à ça. Je dirais, la seule chose, c'est que si on met en valeur plus les femmes dans certains milieux, ben pour moi, c'est comme un peu de dire qu'on fait l'opposé de ce qu'on veut vraiment. Oui, on veut mettre les femmes de l'avant, mais j'aimerais ça qu'on atteigne l'égalité et non pas qu'il y ait plus de visibilité. Parce que à un moment donné, moi, j'étais avec des gens, on s'en allait en expé, puis des hommes faisaient des demandes d'application pour des bourses d'aventure, des choses comme ça. Puis, en étant homme, c'est rendu que parfois, ils ont moins de chance, tu sais. Ouais. Quand tu es une fille, en ce moment, ça va bien, là, dans le domaine du plein air, autant du côté des ambassadeurs de marques de plein air, les gens, ils en cherchent. Tu sais, je veux dire, c'est une belle période, mais c'est quand que ça va se finir, puis ça va être vraiment égal à égal. Tu sais, que ça n'aille pas trop, que ça passe pas d'un extrême à l'autre, dans le fond. Exact. OK. Puis on n'est pas là. Tu sais, il y a encore plein de place pour que les femmes soient mises de l'avant, là. Puis c'est le fun. Puis, mais tu sais, je veux dire, dans les médias aussi... on fait une grande place aux femmes, mais j'ai hâte de voir les prochaines années comment on va développer ça en tant que société. C'est un bon sujet. De ton côté, Caroline, on te connaît beaucoup pour, entre autres, tes expéditions en Antarctique, tes aventures polaires et tout. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement. As-tu des régions à comme conseiller pour aller faire que ce soit de la randonnée en montagne en région polaire, des aventures? Et aussi, Eric et moi, on est les deux cinéastes un peu amateurs de notre côté, des belles régions à filmer et pour filmer des aurores boréales. Ah ouais, c'est une bonne question parce que dans le fond, moi, c'est sûr que je suis un peu vendue, là. Ça dépend. Il y a des coûts à des expéditions dans les milieux polaires qui sont assez faramineux, comme par exemple, on parlait du Groenland tantôt. C'est une place qui est vraiment accessible. C'est pas trop loin du Québec. Puis là-bas, je dirais que on connaît vraiment encore peu les villes du Groenland, de la région de l'Est, par exemple, qui est magnifique, mais qui devient de plus en plus populaire en ce moment. La traversée du Groenland, c'est pour moi, là, c'est vraiment un bijou parce que tu as des choses à voir à chaque jour, OK? Puis des fois, dans les régions polaires, ben, tu te dis, ça va être plat, ça va être plate, ça va être blanc, tu vas rien voir. Donc, le Groenland, c'est vraiment à recommander. Puis oui, il y a des aurores à chaque soir, des fois, quand le ciel est dégagé, là, selon la période où on y va. Mais, tu sais, il y a tout le nord canadien, puis même le nord québécois est magnifique. C'est sûr que le billet d'avion va coûter là, un petit 5 000 whoops. C'est parti déjà chez Air Inuit. C'est cher. Mais tu sais, tu te dis, OK, ben, je découvre mon pays. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus en ce moment, c'est d'aller dans le nord canadien,
t'as Baffin Island qui est incroyable. Tellement de petits villages qui sont peu vus, visités. Faut faire attention aussi de la façon qu'on aborde les gens là-bas, tu sais. On arrive avec nos gros sabots, puis on veut voir telle affaire, tu sais. Ça marche pas toujours comme ça, mais en gros, le Nord canadien, c'est incroyable. Puis, pas si loin de la maison, même le Nunavik, il y a des expéditions qui s'organisent là-bas en ce moment. Le Nunavik qui est incroyable aussi, autant en été qu'en hiver. C'est fou. Moi, en ce moment, je vous dirais, vu que je suis ici, je vous recommande la Norvège, parce que la Norvège, c'est bien. Tu sais, il y a plusieurs sections qui sont vraiment visitées, sauf qu'il y en a d'autres que c'est vraiment plus la région, par exemple, où là, ça va être le Finnmark. C'est dans le nord de la Norvège. Donc, c'est un énorme domaine qui ressemble un peu, je dirais, à passer Fermont, là, au Québec. C'est un endroit qui fait rêver parce que c'est vaste, OK? Oui, beaucoup d'aurores polaires. Puis aussi, ben, la possibilité de voir des reines sur place. Ça, c'est un endroit qui est magnifique. Puis sinon aussi, il y a Hardangervidda. J'ai un peu détruit le terme norvégien. Ça n'a pas de l'air facile à dire. Donc, je vais le redire. Hardangervidda, c'est un autre endroit qui est blanc et on peut se permettre de voyager sur cet espace-là pendant plus d'une semaine, une semaine ou deux. Donc, des endroits comme ça en Norvège, il y en a beaucoup. On visite beaucoup les Lofoten, mais les Lofoten, c'est ultra visité à chaque année. L'été, quand il fait beau, mais l'hiver, c'est ici. Moi, en ce moment, tu sais, le soleil tombe à 2h30 chez moi. Puis après, ben, c'est aussi... c'est une autre émotion qui est dégagée quand tu te promènes au milieu des petits sapins, puis tu vois, tu sais, tout ce ciel-là s'illuminer, la neige qui est vraiment presque croustillante au sol. Donc, c'est magnifique. Puis en fait, moi, mon but dans la vie, c'est d'amener des gens vivre cette expérience-là de camper à l'extérieur, puis de faire des ateliers en Norvège, avec ma compagnie pour apprendre aux gens comment être bien, puis faire du plein air à l'extérieur. Mais à travers ces territoires-là, que ce soit la Norvège, que ce soit le nord du Canada, le nord du Québec, est-ce qu'il y a dans ces endroits-là des montagnes, pour ceux comme moi qui adorent les montagnes, d'aller grimper certaines de ces montagnes-là? Puis si oui, est-ce que ça demande d'être un alpiniste puis d'avoir plein d'équipements ou, dépendant de la saison où tu y vas, d'être capable de se rendre au sommet de ces montagnes-là de façon, je dirais, pas plus nécessairement compliquée que d'aller au sommet de n'importe quelle autre montagne ailleurs, là? Moi, je te dirais, ça dépend. Tu sais, si tu y vas pour une journée, il y a l'est du Groenland, Tassilak. C'est un endroit qui est vraiment parfait pour ça parce que tu as les montagnes à côté. Tu peux presque monter des vraiment gros sommets, revenir en soirée ou faire une expé de 2 jours. Ça peut être super accessible. Mais tu sais, tu restes toujours que t'es pas au Québec, là. C'est pas l'hélico qui va venir en 2 minutes s'il arrive quelque chose. Puis moi, j'ai comme but d'être le plus préparé possible, même si je suis pas pro en montagne, par exemple, ben, je vais m'assurer d'avoir les qualifications là-bas nécessaires pour me sortir, tu sais, de n'importe quelle situation. Fait que je te dirais, oui, il y a les montagnes du côté de Tassilak qui sont impressionnantes, vraiment superbes. Ça, c'est un endroit à découvrir, je pense. Mais tu as aussi les Alpes de Lingen, où il y a beaucoup de ski qui se fait, mais beaucoup d'escalade aussi. C'est incroyable. Il y a un endroit que j'ai visité quand j'ai fait le film Njord. C'est un documentaire qu'on avait fait en 2019-2020. Puis j'étais allée au Svalbard. Le Svalbard, c'est en haut de la Norvège. Donc, c'est vraiment là, très au nord. C'est vraiment un des derniers archipels avant d'arriver au pôle Nord. Puis, cet endroit-là est vraiment méconnu. C'est un peu difficile d'y accéder venant du Québec, mais c'est une place où, oui, il y a tellement de
dépaysement qui est possible d'avoir là-bas, autant pour de l'escalade, du ski, de la rando. Puis là-bas, par contre, c'est noir. L'hiver, c'est noir, noir, noir. Mais c'est une sorte de beauté qui est vraiment là, qui vient de prendre au cœur. Là. Tu sais, tu te dis tu vas t'ennuyer parce qu'il n'y a pas de soleil, là, mais c'est faux, là, c'est autre chose. Sauf que là, il y a 2000 habitants, mais il y a 3500 ours polaires et plus. Donc, il faut être prêt aussi. C'est une autre game un peu. Mais je sais pas pourquoi qu'on a invité Caroline. Là. Dans le fond, je regarde ça. C'est tellement pas passionnant de l'entendre. Hein? Moi, j'ai juste le goût de partir en Norvège puis d'aller let's go, on fait une montagne, on filme des aurores boréales. J'ai le goût de partir n'importe où dans ces expéditions depuis les 2 premières minutes qu'on a commencé le podcast. Ouais. Même avant de commencer l'enregistrement. Ouais, c'est ça, exactement. Sais-tu, je vais enchaîner direct tout de suite sur la prochaine question parce que dans le fond, tu en as parlé un peu tantôt de ça. Donc, je vais aller probablement avec l'autre. Je voulais te poser un peu la question sur si tu avais eu un peu une différence sur la présence des femmes dans le milieu de l'aventure depuis tes débuts. Mais dans le fond, je vais la tweaker un peu si on veut. On sait que là, on parle plus des femmes, mais est-ce que c'est juste qu'on parle plus des femmes qui étaient déjà là ou il y a vraiment réellement beaucoup plus de femmes dans le milieu du plein air, de la rando, de l'expédition et tout ça qu'il y en avait avant quand tu as commencé? C'est vrai qu'il y a plus de femmes qu'avant. La question est bonne parce que je m'en suis rendu compte aussi. Je pense qu'il y a un accès qui est possible pour plus de femmes au Québec, en tout cas. Je le vois aussi, moi, autant dans ce qui est les filles qui font du trail running comme Anne Bouchard ou des personnes en aventure comme René-Claude Bastien qui est guide d'aventure. C'est des femmes que peut-être qui n'allaient pas nécessairement s'exprimer autant sur les réseaux avant. C'est important que ces femmes-là elles prennent confiance et qu'elles s'exposent un peu parce que c'est en ayant plus justement d'exemples que les jeunes filles vont se décider à y aller puis à vivre de l'aventure. Ah oui. Le plein air, pour moi, en 2013, c'était pas quelque chose que tu pouvais vivre vraiment de ça. C'était pas un métier. Maintenant, je le vois vraiment plus comme un métier. Peut-être l'aventure en soi, là, je dirais pas qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en étant aventurières, mais c'est quelque chose qui est possible. Puis pour moi, aujourd'hui, je dirais que j'en vis presque à 50%. En plus du fait que je filme ces aventures-là, ça me permet d'en vivre comme une personne normale, tu sais. Et j'avais pas vraiment de rôle, des modèles, dans le fond, de femmes qui faisaient ce genre d'aventure-là dans le temps que je connaissais trop. Tu sais, c'était vraiment plus des hommes. C'était, par exemple, j'avais l'exemple de Bernard Voyer, de Cousteau. Ah oui, Cousteau. J'avais l'exemple, tu sais, de Mike Horn, puis des grands explorateurs comme ça. Sauf qu'au Québec, en termes de femmes, c'était assez limité, là. Tu sais, je pourrais même pas vous en nommer. Si je pense en ce moment, c'était comme, des skieuses comme Lynn Bessette, tu sais, qui faisaient vraiment, tu sais, leur sport en étant des athlètes. Mais tu sais, l'aventure, bof, là, j'avais personne en tête. Même chose pour le cinéma d'aventure ou les films d'aventure. Il n'y avait pas de réalisatrice trop, là, quand j'ai commencé. Fait que ça a changé, puis moi, je dis c'est tellement bien parce que maintenant, tu sais, il y a des plus jeunes qui m'envoient leur CV, je trouve ça trop cute. Des filles qui sont là comme « Oui, alors, voici mon profil, est-ce que je peux travailler avec toi? » Puis je suis comme « tellement, là, je pense qu'on peut trouver des solutions. » Ou sinon, je les dirige vers d'autres endroits que moi, je sens qu'ils sont vraiment adaptés pour elles parce que j'ai pas tant besoin d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi. Mais tu sais,
c'est incroyable. Là. Je le sens vraiment que ça change en ce moment. Ouais, puis Ouais, c'est vraiment beau à voir, je pense, vraiment, parce que ça... De toute façon, là, je fais une grosse parenthèse, là, mais le plein air, de façon générale, quand moi j'étais jeune, bon, regarde, je viens d'avoir 53 dernièrement, tu sais, je suis un peu plus vieux que Jonathan, sûrement un peu plus vieux que toi et tout, mais nous autres, quand on était jeunes, là, aller dehors, là, faire du plein air, c'était quelque chose qu'on faisait. Tu sais, c'était pas quelque chose qu'on pouvait se dire, hey, moi, un jour, là, je vais être guide d'aventure, ou je vais vivre de ça, je vais travailler pour Parc Canada. C'était même pas dans l'air zéro de penser que le plein air pouvait être un travail. Puis pourtant, au Québec, le plein air, ça a toujours existé. Ça a toujours été là. Puis là, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que tu peux, en tant que jeune, à un moment donné, dire, moi, je capote, je suis dehors tout le temps, je veux vivre de ça. Ben, t'as rien qu'à aller sur Internet, puis il y a tellement maintenant d'options, de possibilités de travailler dans ce domaine-là qui n'existait pas il y a 25-30 ans. Là. Non, non, c'est vaste. C'est impressionnant maintenant les choix qu'on a, où on peut se démarquer en plein air, on peut vraiment... tu as toutes sortes de... Oui, tu as le métier de guide, puis tu as tellement d'autres choses aussi. Tu sais, juste le fait d'être... faire vivre l'aventure, tu peux presque... tu sais, c'est ça, avoir des partenaires, puis... tu sais, quand même faire ton petit chemin, puis je veux dire, c'est... Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'avant, on disait que on partait juste à l'extérieur, tu sais. Ah, je m'en vais dehors, puis je reviens, tu sais, dans une semaine. Maintenant, on parle d'expédition puis d'aventure, mais, tu sais, c'est très, très galvaudé, mais, tu sais, en même temps, aller dehors, ben, c'est ça, la vie, là, tu sais. Fait que, je veux dire, j'essaie de simplifier un peu aussi les choses comme dans le temps. Puis je trouve ça bon que tu dises que c'est vrai que tout le monde y allait là, dans le temps. Ouais, c'est ça, c'était normal. Puis en plus, ce que j'aime maintenant, c'est que plus ça va, plus que les gens retournent vers ça pour sortir dehors, pour plus bouger, plus profiter du plein air. Puis ce qui aide aussi, en plus, les métiers du plein air, là, c'est vraiment le fun. Là. Ouais. Tantôt, Caroline, tu nous as parlé un peu comme... quand tu commençais tes expéditions au début, des fois, il y avait comme des préjugés un peu sur le fait que tu étais une femme, puis ça passait vite. Mais dans l'industrie du plein air, y a-t-il encore une forme de comme sexisme là-dedans où ça commence à partir un peu? Puis... Ah ouais, il y en a encore, là, mais tu sais, c'était plus il y a quelques années, là. Tu sais, tu vois, ben, tu le vois encore un peu avec les équipes d'hockey, par exemple, au Canada, comment les femmes sont moins bien rémunérées. C'est la même chose avec les partenaires que j'ai, moi. Par exemple, moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mes partenaires, ils me paient l'équivalent du masculin, d'un athlète ou d'un aventurier masculin, ce que j'apprécie énormément. Ouais. Mais j'ai dû me battre à certains moments avec des compagnies que j'ai eues dans le passé pour avoir un salaire pour faire ce que j'avais envie de faire. Puis c'était vraiment pas l'équivalent de ce qui était là du côté masculin. Puis sur le coup, tu dis juste comme « Ah non, ben ça doit être mon expérience. » Tu sais, les filles, on est bonnes pour genre s'enlever vraiment beaucoup de valeur, je pense. Puis, Ouais. tu sais, ça a été le cas. Moi, je me suis dit, je dois être moins bonne que lui dans ce cas-là. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que tu apprends après par la bande parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai plusieurs contacts dans le monde du plein air. Puis, tu apprends ça. Tu es comme, ben, écoute, donc, moi, je payais la moitié que cette personne-là, tu sais. T'es là, ouais, ça fait vraiment du sens. Mais les partenaires que j'ai en ce moment apprécient mon travail puis me payent en conséquence. C'est quelque chose que j'apprécie. Mais maintenant, j'ai l'impression que, tu sais, on dirait des fois, il faut se battre peut-être un petit peu plus, mais ça, qui sait, vous êtes, tu sais, on est dans un monde de changement en ce moment, donc, non, je suis bien, j'espère que ça s'en va un peu, là, peut-être cette différence-là entre les salaires, puis, ça ferait du sens là qu'avec
le fait qu'on en parle beaucoup des femmes dans le domaine du plein air, ça s'en aide tranquillement aussi. Ben, je suis vraiment contente. Et pour moi, c'était une question qui était importante à poser parce que, bon, OK, on n'a peut-être pas encore le podcast le plus populaire, mais moi, je suis comme... Tu sais, je suis pas hardcore féministe, là, mais moi, l'injustice, de façon générale, les gens me connaissent, ça me pue au nez, là. Puis je suis pas capable de concevoir qu'en 2024, les femmes aient encore à se battre pour ça. Même qu'après toutes les lois qui ont été passées, puis tout ce qui a sorti au niveau des médias à ce sujet-là, qu'il y ait encore des entreprises qui font une différence. Non! Je commandite quelqu'un, que ce soit un gars ou une femme, tu décides de commanditer, tu commandites, puis tu devrais donner la même chose, tu devrais donner les mêmes avantages, que ce soit un gars ou une femme. Si vraiment il y a une différence monumentale d'expérience et tout ça, je le comprends, mais jamais ça devrait être basé sur une race, une religion, sur un sexe ou sur n'importe quoi d'autre. Moi, je suis comme... J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère avec ça, là. Ouais, moi aussi, ça me rend un peu... ça me ramène les pieds sur terre. Tu sais, on vit un métier, mettons, par exemple, de l'aventure, c'est supposé d'être tellement beau, puis tellement, tu sais, pour moi, c'est frais, c'est d'aller à l'extérieur, c'est avoir la tête libre de tout ça, tu sais. Puis des fois, je suis comme déçue, là. Tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Puis comme toi, l'injustice, ça fait pas de sens. Puis j'espère que je peux me battre pour d'autres qui vont être derrière moi parce que ça fait du sens de... Tu sais, je le fais pas pour moi, OK? Pour moi, j'ai pas nécessairement besoin d'un salaire, là, en ce moment, là, tu sais, je suis capable de vivre avec ce que j'ai, mais pour les autres qui sont derrière moi, je vais me battre pour l'avoir, ce salaire-là, ou je vais me battre pour pas faire des choses gratuitement parce que je suis une fille. Fait que je veux vraiment que ça soit là pour les petites plus jeunes, puis celles qui s'en viennent, qui vont prendre ma place, tu sais. Ouais, c'est une très bonne chose qu'il faut, là. Puis dans le fond, regarde, je pense que ça fait un très très bon parallèle avec l'autre question. Dans le fond, tantôt tu mentionnais, bon, oui, on sait qu'il peut y avoir encore peut-être une forme de manque d'équité au niveau des partenariats avec les entreprises et tout ça pour le financement, mettons un gars puis une femme, mais de façon générale, est-ce que à la base, lorsque tu fais une approche initiale avec un partenaire, est-ce qu'il y a comme une forme de résistance ou de discrimination à même être capable de rentrer, de mettre le pied dans la porte pour avoir du financement basé sur le fait que tu es une femme? Oui, il y a ça aussi, hein. Il n'y a pas juste le fait d'avoir la situation monétaire qui est moins bonne, je dirais, si t'es une femme, mais il y a aussi le fait, de dire, OK, ben, ils vont-tu me croire? Puis ça, c'est drôle aussi. Dans tout ce qui est les expéditions polaires, il y a beaucoup de choses qui se passent où il faut vraiment... si tu as le CV, oui, tu vas pouvoir avoir des bons partenaires, mais des fois, c'est comme... moi, c'est pas, par exemple, des choses que je fais qui sont ultra connues, c'est des choses qui vont se faire sur la longueur, sur 2 mois d'expé, par exemple. Donc, je suis pas nécessairement là, outillée pour dire à quel point... quand t'es une fille, c'est facile de rentrer en quelque part. Parce que moi, je me suis toujours quand même un petit peu battue là, pour avoir mon bout de pain. J'ai essayé de mettre de l'avant mes expériences. Puis, il faut toujours... Je sais pas s'il faut être plus outillé que les hommes pour le faire parce que je sais pas. Je sais qu'en ce moment, à cause de l'espèce de trend qu'on parlait tantôt, de mettre les femmes de l'avant, pour le moment, moi, ça va bien encore. Ça se passe bien. Je pense qu'il y a des compagnies que ça les... Tu sais, s'ils sont accompagnés d'une fille comme ambassadrice, ils sont contents parce qu'ils en ont une dans leur équipe. Tu sais, ou genre, tu sais, c'est comme ça. Ah, on va prendre la fille ou... c'est un peu un préjugé, mais je pense que ouais, je te répondrai comme ça, mais j'ai pas beaucoup de détails sur non, c'est bien correct.
ton expédition pour l'Antarctique, là, tu l'as faite tout seul, je pense. Hein? C'est 33 jours tout seul que tu es parti. Oui, exactement. Puis dis-moi, c'est quoi comme les difficultés de partir tout seul comme ça? Genre, si on parle comme de la charge mentale, tu sais, c'est quelque chose d'intense là, de passer 33 jours seul avec personne d'autre, là? Ouais, c'est dur parce que déjà, j'avais l'impression de me dire, si je réussis pas, je vais être la seule qui va avoir tout ça sur les épaules. Puis au Québec, tu sais, j'avais contacté les médias, puis j'avais dit rapidement que mon but, c'était, tu sais, de me rendre au pôle Sud le plus rapidement possible. Donc là, j'ai un peu, j'étais un peu stressée avant l'expédition, là. Puis, juste le fait de savoir que j'avais dit ça, ben, il fallait que je me rende au bout, il fallait que je brise le record, tout ça. Ça m'a amené quand même un petit peu d'anxiété, là, de me dire que, ben, j'étais là. La seule personne qui pouvait faire ça, c'était moi. Donc, déjà, quand tu es avec d'autres, il y a plusieurs personnes qui peuvent échouer avec toi, tu sais. Ouais. Puis, là, j'étais vraiment toute seule là-dedans. Fait que ça a été complexe à ce niveau-là, mais tu sais, je dirais que j'étais toute seule sur le terrain, quand même assez complexe. J'avais peur de faire des erreurs, mais en même temps, tu sais, c'était mon travail, fait qu'il me restait juste à embarquer sur la glace puis à rouler, tu sais, en gros. Mais toute l'équipe était derrière moi. J'ai été préparée pendant des mois pour tout ce qui est mon équipement avec des gens qui sont super performants dans leur domaine. Alors, j'avais pas nécessairement de peur à ce niveau-là parce que je savais que tout le monde m'accompagnait d'une autre manière. Tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, dans mon entourage, comme l'escalade et tout, genre, je trouve que les femmes, ils ont vraiment comme une force mentale, un peu plus là de base que comme beaucoup d'hommes que je connais, ou c'est peut-être juste mon cercle à moi. Mais selon toi, y a-t-il comme un avantage, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau mental, d'être une femme dans ce genre de situation-là, d'aventure-là? Ben, tu sais, on dit que à un certain niveau, tu sais, il y a le fait qu'on endure, par exemple, l'accouchement ou des choses comme ça, mais sinon, je dirais que autant hommes et femmes, on a tous des comportements qui peuvent être bénéfiques en expédition. C'est juste différent comment on va communiquer avec l'autre. Moi, d'être sur le terrain, je me suis pas dit, tu sais, dans l'expé, j'aimerais tellement mieux être un gars, c'est plus simple, tu sais. Il y a des petits trucs, là, vraiment faciles de se dire, ben là, la fille, il faut qu'elle aille aux toilettes comme ça, c'est froid. Il y a tous ces petits détails-là, mais au final, tu sais, je veux dire, pas grand-chose là, qui nous sépare des gars. Il y a le fait, je pense, puis ça, j'ai participé à des recherches là-dessus, de dire qu'on n'a pas été élevés pour se dépasser quand on était des filles. Par exemple, je regardais un film d'aventure d'une Française en kayak qui disait que, par exemple, elle était sur la rivière dans son petit kayak en train de faire des grosses vagues, toutes. Puis le coach disait au petit gars, allez, vas-y, là, relève-toi, puis continue, tu sais. Puis le petit gars, il avait peur. Mais il disait à la petite fille, non, c'est beau, là, va te reposer, prends soin de toi. Tu sais, je veux dire, avec les mêmes conditions. Un genre de double standard, là. Ouais, on a été élevés complètement différents. On va protéger les petites filles, puis on va dire aux petits gars, allez, lance-le fort, le ballon, t'es capable. Ou, tu sais, arrête de pleurer, tu sais. Mais les filles vont être vraiment plus amenées à faire des choses calmes. Puis vous regarderez, c'est quand même assez marquant, ça. Oui, effectivement, c'est vrai. Puis, mais tu sais, justement, là, on parlait de ton expédition, tu étais tout seul et tout ça. Ça m'amène à poser une autre question. Cette espèce de double standard-là, est-ce que les gens s'inquiètent plus de toi en aventure parce que tu es une femme versus tes collègues hommes? Je pense que la réponse, c'est oui, là, mais... Ça, c'est fou, mais c'est certain. Le nombre de choses qu'on va se faire dire quand on est une fille, les gens vont pas nous croire ou les gens vont dire, ben, tu sais, t'as-tu pensé à tel détail, mais... en termes de préparation d'expédition, là, moi, je le vois vraiment en tant que guide féminine. Les gars vont vraiment vouloir me challenger plus que s'ils étaient avec un guide masculin, tu sais. Puis
ça, c'est comme, parce que les filles, mettons moi, par exemple, je vais prendre ma place d'une façon vraiment différente. Euh, j'ai pas vraiment, tu sais, d'ego, ou j'ai pas vraiment, moi, quelqu'un qui me, tu sais, qui veut prendre la place, j'ai aucun problème avec ça. Je vais la prendre, moi, quand ça va être le temps, puis quand il va y avoir une grosse tempête, puis que tout le monde va être en train de pleurer, c'est moi qui vais prendre la place de cette personne. Puis, je vais parler plus fort, je vais sortir ma voix que maintenant, tu sais, je suis très calme, mais là-bas, ça va être comme, OK, ben, c'est quoi les steps, là, tu sais, on va y aller pour que l'expédition fonctionne, puis à ce moment-là, je prends un rôle qui est différent. Ce rôle-là, il est peut-être plus, tu sais, dans un sens, ce qu'on pourrait appeler masculin, mais en fait, non, c'est un rôle qui est un rôle de leader. Autant que t'es femme ou homme, il y en a qui vont prendre le rôle d'être un leader, il y en a qui le prendront jamais. Puis quand tu prends ce rôle-là, autant une fille qu'un gars, ben, tu vas tu te faire reprocher des choses, mais peut-être que la majorité des femmes vont prendre le lead d'un homme parfois dans des conditions de plein air, parce que ça a été comme ça que depuis des années, on vit en fait, suivre le leader masculin. Mais des fois, ben, moi j'y vais avec la personne qui a le plus d'expérience. Si c'est moi sur le terrain qui a le plus d'expérience, je vais prendre le lead. Mais c'est pas toujours facile à faire. Ah, ça doit. fait que dans le fond, basically, si je résume, on s'inquiète de nos partenaires féminines ou de nos femmes un peu pour rien, là. Parce qu'au final, souvent, on va le dire, là, ça arrive bien souvent que c'est la femme qui va nous sortir de la merde dans laquelle on s'est nous-mêmes mis en tant qu'hommes, là. Ben, c'est égal. On a nos bons côtés, puis nos moins bons côtés, mais ça rapporte plus à la personnalité qu'au sexe au final. Puis moi, j'aime bien ça, partir avec des groupes qui contiennent autant filles que gars. Pour moi, ça fait plus tant de différence, parce que je sais que c'est vrai que j'étais allée en expo avec des filles qui étaient quand même toutes vraiment endurantes, là, tu sais. Nice. Fait que c'est vraiment beau tout ça. Mais là, comme je t'ai dit tantôt, Eric puis moi, on est un peu comme cinéastes amateurs. Là, on vient juste de comme mettre nos films, mon premier film à l'affiche, il y a pas longtemps. Puis Eric, c'est pas son premier, mais... Disons que c'est mon premier duquel je peux vraiment dire « Ouais, là, je suis satisfait. » là. Puis, pour toi, quelle place que la prise d'image prend dans tes aventures? Puis ça a-tu changé certains de tes projets? Ouais, tu sais, c'est spécial parce que autant des fois, je fais des projets comme l'Antarctique en 33 jours, je l'ai pas fait avec une caméra, tu sais, c'était vraiment une performance physique que je voulais accomplir, c'était vraiment pas de la créativité. C'était, pour moi, un petit peu moins un projet qui m'allumait à cause de ça, parce que moi, j'aime vraiment, comme on disait au départ, les projets qui sont plus créatifs. Mm-hmm. Et là, ben, je peux pas filmer là, chaque jour parce que, dans le fond, j'ai mon téléphone, mon cell. J'ai rien d'autre, là. Puis ça me tentait pas d'emmener plus de poids parce que même j'amenais juste une paire de chaussettes là, pendant 33 jours. Fait que j'allais pas emmener plus de poids. Deux batteries, mais une paire de chaussettes. Genre, c'est ça, tu sais. Fait que non, j'ai décidé de pas faire de projet créatif là-dessus, mais de faire peut-être plus un blog audio où j'allais enregistrer des trucs sur mon téléphone. Ça, c'était correct. Mm-hmm. Mais comme là, tu vois, dans 3 jours, je pars le 6 février, puis je m'en vais faire un projet qui me demande d'amener des caméras super lourdes dans mon sac avec des batteries pack qui pèsent plus que mon thermos, mes bouteilles d'eau. Là, c'est une autre game. Mm-hmm. Fait que celle-là, je sais que je vais être moins dans la performance, mais je vais vouloir faire vivre aux gens tout ça. Fait que je m'en vais sur 1000 km en partant de chez nous, dans le cercle polaire arctique, pendant peut-être, là, je dis 40 jours. Fait que je sais pas trop combien de temps ça va prendre, 45 jours peut-être. Et là, on s'en va capter ces images-là. On veut rencontrer les gens dans le Nord qui vivent en relation avec le froid, donc il y a une culture Sami, des gens qui vivent avec des hordes de rennes. Et ben moi, je veux savoir comment ils s'adaptent à des conditions comme ça. Je veux savoir qu'est-ce que ça fait, les changements climatiques sur ces gens-là. Et là, ben, je vais
partir à leur rencontre dans quelques jours. Et ben là, ben, c'est sûr que je pense à tout mon équipement qui est mon équipement de survie, mais tu as tout le côté aussi de prod puis de cam. Ça, vous l'avez vécu aussi si vous filmez en aventure, c'est pas toujours facile. Ouais. Les batteries pètent ou ils n'allument pas le matin quand ils sont trop froides. Ça, tu as tout ce côté-là qui est difficile à gérer, là. Fait que moi, je suis contente à chaque fois de filmer, mais quand j'arrive sur le terrain, il y a toujours le petit moment où je fais « Oh non, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? C'est tellement un gros projet, puis pourquoi je fais ça dans ma vie comme travail? » Tu sais, quand tu fais moins 20, là, puis qu'il faut que, puis qu'ils vendent, puis qu'il faut que tu enlèves tes mitaines pour opérer ta caméra, là, ça doit pas toujours être le fun, là. Pas toujours fun, mais c'est ces moments-là, justement, qu'il faut capter. C'est quand, ah ouais, ben, l'autre personne à côté de toi, elle vient de te dire qu'elle pouvait pas avancer parce que, justement, ses pieds étaient gelés. OK, ben, prends la caméra. Puis, c'est tous les petits pas que tu peux faire en plus qui vont faire vraiment du sens avec des documentaires comme ça. Puis, j'essaie de faire des documentaires qui sont vraiment proches de la réalité. Je vais pas aller refaire un plan. Bon, let's go, on repasse devant ce petit chemin-là parce que c'était trop beau. Non, tu sais, je vais dire, OK, à mon partenaire, prends la caméra, OK, on filme ça, puis après, c'est parce qu'on perd tellement d'énergie sur des grandes distances qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Fait que mes documentaires sont faits un peu d'une manière très organique. C'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. On ne refait pas les affaires pour que ça soit faux. C'est ça que j'aime, moi aussi. C'est un beau style. C'est une affaire seulement qu'on parlait. Hier, on avait la conférence avec Alex Godard, puis c'est ça qu'on parlait aussi. Je parlais avec lui, de développer son style. Moi, j'ai trouvé mon style, puis j'ai eu beaucoup de feedback que les gens aiment ça. Fait que ça, je pense que c'est une affaire qui est importante. Donc, j'en profite pour poser un peu en même temps la question. T'aurais-tu, genre, si t'avais un conseil à donner à un cinéaste d'aventure en devenir ou quelqu'un qui voudrait se mettre à faire ça, pas nécessairement pour faire sa vie avec ça, mais juste pour dire, moi, je veux commencer à documenter mes aventures. Quel genre de conseil, si t'en avais un à donner, que tu pourrais donner à ces gens-là? Tu sais, je dirais, c'est vraiment simple de partir en expé avec quelqu'un qui en fait déjà. Au Québec, il y a plein de monde qui sont vraiment doués là-dedans. Sinon, ben, c'est de le faire avec... tu sais, moi, là, il y a certains contrats que je fais, j'ai mon téléphone, puis j'ai un mini-drone, OK? Puis maintenant, tu sais, les téléphones, ils filment avec du 4K. Donc, je dirais, le matériel, c'est pas tant que ça ce qui va faire la grande différence, là. Ça va être vraiment plus de développer les propos. Ça va être d'exprimer les moments tels qu'ils sont à la caméra, montrer la beauté des choses telles qu'elles le sont, ou la rigueur, ou l'hostilité d'un endroit comme il est. Puis des fois, c'est pas nécessairement en ouvrant la caméra ça qu'on le voit, c'est en choisissant le moment précis où on décide d'ouvrir la caméra. Puis, ben, c'est juste la pratique. À un moment donné, moi, je parlais pas, là, ça me tentait pas de parler devant la caméra. Sauf que je me suis rendu compte que moi, quand j'avais le plus de plaisir, c'est quand j'étais capable de me mettre à la place de la fille devant la caméra puis de dire « Ah ouais, ça a l'air trop tough » parce que dans le fond, sa face est gelée puis, tu sais, elle peut plus avancer. Tu sais, il y a par exemple un film qui m'a vraiment inspiré, ça s'appelle Into Twin Galaxies. C'est un film qui est fait par des aventuriers canadiens qui s'appellent Sarah McNair-Landry puis Eric Boomer. Un film de kayak au Groenland dans c'est des petits trigoles là, qui sont créés dans un glacier. Donc, eux, ils se déplacent là-dedans. C'est extrêmement bien fait. Pas parce que, oui, il y a des super belles shots, mais vraiment, ce qui est là, c'est l'histoire. C'est comment s'enfilent les images, mais comment elles sont racontées. Puis nous, on vit dans un monde où maintenant, c'est Netflix qui a pris la place de nos discussions autour d'un feu. Oui. C'est quoi de plus beau que de se retrouver puis d'écouter les histoires de chacun autour d'un feu avec des guimauves? On a perdu ça un peu. Puis l'histoire racontée par nos grands-parents, les légendes, on n'en écoute plus tellement, tu sais. Puis c'est ce que j'aime des films d'aventure, c'est d'aller chercher ça,
cette émotion-là. Ah, j'ai envie de vivre, j'ai envie de savoir, de connaître qu'est-ce qui s'est passé. C'est cool. Ouais, ça c'est vraiment important. T'sais, moi, Jonathan, il commence à me connaître, il sait un peu c'est quoi mon style. Puis moi, oui, j'aime les images cinématographiques et tout ça. On dit une image vaut 1000 mots, mais moi, je me dis des fois que pas toujours, parce que ton image montre des paysages, mais elle ne rend pas nécessairement comment la personne s'est sentie. Fait que moi, j'aime bien toujours comme faire un résumé de ma journée. C'est comme moi, parler, c'est vraiment pas mon problème. Là. Mais j'aime bien faire des résumés de mes journées. Puis les gens aiment bien ça parce qu'ils ils sont capables de voir dans quel état d'esprit que j'ai, ça a-tu été difficile cette journée-là ou pas, puis d'amener certains points qui sont intéressants. Puis moi, je filme tout avec mon téléphone. J'entraîne pas de caméra. Comme tu dis, les gens, quand je lui dis que j'ai filmé ça avec mon téléphone, la grande traversée de Madère, les gens font, t'as filmé ça avec ton téléphone? Ben oui, puis il y avait même pas de lentille, il y a rien dessus. C'est un trépied, un micro, puis that's it. C'est ça que là, je m'achète d'autres petites affaires. Je suis justement en train de regarder pour m'acheter des petites lentilles spécialisées, mais des lentilles qui s'installent sur un téléphone. Tu sais, fait que donc, oui, il y a le moyen de faire vraiment, tu sais, des belles choses à ce niveau-là. Oui, puis quand tu pars à l'aventure, en plus, le téléphone est souvent moins lourd que les caméras professionnelles. Ben fait que, ouais. tu sais, aujourd'hui, c'est une question à vraiment bien penser. Là. Ouais. Puis c'est un beau conseil pour nous autres, les cinéastes, mais t'aurais-tu aussi un conseil ou un message à donner pour les aventurières qui viennent derrière toi, dans le fond? Là? Ben oui, tu sais, ça peut faire peur, tu sais, autant là pour aventurier ou aventurière de préparer une aventure, OK? On sait tellement peu de ce que ça va faire parfois, comme lorsqu'on explore un environnement où on n'est pas allé avant. Il y a tout le fait de dire, ah, OK, les permis, tout ça. Sortir les cartes. Ensuite, c'est, OK, ben, je vais-tu oublier quelque chose? Si j'oublie quelque chose, ben, je peux plus revenir en arrière, tout ça. Mais je dirais, petite étape par petite étape, on arrive à passer par-dessus cette peur-là de doute. Puis il va en avoir des doutes, j'en ai des doutes. Puis ça fait pas la première expédition que je fais, ça fait à peu près la centième. Puis mes doutes sont là, mon stress est présent, mais ça fait partie de l'aventure. Puis à la fin, c'est quoi qu'on va se rappeler? Ben, des fois, c'est souvent des parties de la préparation où est-ce qu'on se demandait, ah, où est-ce que je vais pouvoir aller chercher, je sais pas moi, à manger là, quand je vais passer par là, ou est-ce que j'ai assez de nourriture pour faire comme 3 ou 4 jours ou peut-être 30 jours là, sur le terrain. Fait que ça, c'est des questions qui sont normales de se poser. Puis je pense que j'ai la facilité, moi, d'imiter les gens en partant avec eux en aventure. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est prendre tous les trucs des gens qui m'entouraient. Il n'y en a pas de facile, mais c'est sûr que quand tu commences, tu vas être vraiment le plus faible de la gang, là. Puis, j'en ai appris, puis j'en ai, tu sais, comme, tu sais, je me rappelais des matins que je pleurais, tu sais, quand je partais avec du monde qui était vraiment plus expérimenté que moi. Maintenant, tu sais, j'en amène des gens, puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas, oui, il y a des écoles, tu sais, de guides, mais il n'y a pas d'école nécessairement de l'aventure en soi. C'est juste quelque chose qui s'apprend quand on est sur le terrain, puis qu'on vit des moments qui sont difficiles. Des fois, on échoue, puis c'est correct. Puis après plein de petits échecs, ben, il va y avoir la réussite. Et c'est là où moi, ben, je suis fière de moi. Au final, c'est toujours ça. Pendant une journée, comme j'imagine, quand vous êtes allé camper, tu sais, il y a plein de petits trucs qui tournent mal, mais au final, ben, l'aventure est faite, puis on revient tout le temps à la maison, puis c'est ça qui est beau. On en a plus à raconter, tu sais. Des petits trous dans la tente, mon tapis qui se dégonfle, tu sais, j'ai renversé un peu d'eau dans la tente. Tu sais, c'est des petits échecs que j'appelle, mais au final, c'est des apprentissages, tu sais. Ah, wow! Puis justement, pour finir, là, t'as parlé de comme t'amènes du monde dans des aventures maintenant. Tu veux-tu nous parler un peu de comme ton agence d'expédition en Norvège, nous expliquer c'est quoi puis ce que tu fais? Ouais, ben c'est vraiment tout récent, puis je suis vraiment heureuse d'en parler parce que ben c'est le genre de choses qu'on veut qu'on essaie de faire. Amener les gens à connaître un peu plus le plein air, mais au niveau de ce qui est l'hiver.
Fait que d'amener des gens vivre une expérience, d'aller sur un glacier, puis d'être prêt pour des conditions qui peuvent être des conditions, mettons, qu'on va retrouver sur un grand plateau polaire. Puis ça va être, par exemple, des semaines où on va passer à monter une tente, savoir de quelle direction le vent vient, pourquoi il faut mettre sa tente d'un côté puis pas de l'autre. Puis à travers ça, ben, tu sais, il va avoir toute l'expérience de monter un camp, oui, mais de faire l'aventure en soi, donc de se rendre dans un endroit qui est peu exploré de la Norvège, puis de rester là peut-être ou d'avancer sur le terrain, puis de faire la nourriture, d'apprendre sur le nombre de calories à manger, comment faire des déplacements, quel traîneau utiliser. Puis ça, c'est des choses qui se font, oui, des fois quand on est chez soi, quand on regarde des vidéos YouTube, mais il n'y a rien de mieux que de le faire, tu sais, avec des gens qui sont passionnés de ça. Donc, ça s'appelle Polar Star Explorers. Puis on aime ça avec mon conjoint quand je dis on, mais on vit de notre passion d'amener plus de gens sur les glaciers ou dans les régions polaires, parce qu'on sait que plus il y a de gens qui vont aller découvrir ces régions-là, plus il y a de gens qui vont vouloir les protéger. Ça, c'est notre but. Oh my God. Je pense que tu m'as créé un nouveau besoin. À chaque fois qu'on fait un petit podcast-là, notre bucket list puis notre liste de projets augmente. Une chance qu'on n'a pas un budget illimité. Hein? Ben, une chance ou malheureusement. Là. Ouais, c'est ça. Moi, parce que j'aurais probablement plus de blondes, là, plus de femmes. Mais en tout cas, j'aurais tellement plus de questions à poser, mais je sais que toi, parce que là, je pense que vous aviez compris que Caroline est en Norvège présentement, avec un certain décalage, puis elle a d'autres engagements, mais mon Dieu, hein, on aurait pu tellement en parler plus longtemps. Là. Ouais, puis déjà, ça a été passionnant, j'ai vraiment adoré ça. Là. Garde, Caroline, on te remercie énormément. J'ai vraiment hâte de pouvoir là, travailler sur le montage de tout ça puis mettre en ligne ce podcast-là pour en faire profiter là, tous nos passionnés. Ouais, je pense que c'est vraiment un très bel épisode puis c'était vraiment intéressant. Les gens vont vraiment aimer ça. Tu sais, on se reparlera peut-être après l'expédition. Moi, c'est ça, je dois quitter parce que je dois me préparer à partir bientôt là, ouais, hein? en expé. Puis c'est ça, on a 6 heures de différence avec le Québec, mais moi, d'avoir des Québécois qui viennent me voir, ben, ça fait mon plaisir. Puis ça reste que je retourne des fois au Québec aussi parce que ça me manque. Puis le Québec, c'est une terre d'aventure, autant l'été que l'hiver. Puis j'espère qu'on se réapproprie ça, la période les saisons où il fait super froid. Pour moi, c'est les meilleurs aussi. Puis ben merci de m'avoir permis de faire profiter aux gens un peu de ce que je vivais sur le terrain. Puis un super podcast où des passionnés de plein air comme vous, ben vous faites vivre ça à tout le monde autour de vous, c'est hot. Ben, je te remercie énormément. Puis tout ce que tu as dit était vraiment génial. Moi, ce que j'ai retenu, c'est on pourra peut-être se reparler après mon prochaine expédition. On a pris ça en note. C'est bon. Eh ben, encore une fois, les passionnés, vous étiez à Janson Rando avec Eric et Joe, comme on dit, Joe et Lavio. Et on accueillait l'exploratrice et vidéaste d'aventure, Caroline Côté. Donc, merci encore, Caroline. Et tous ceux qui veulent, qui aiment notre podcast, gênez-vous pas de nous donner un petit thumbs up, d'évaluer le podcast sur la plateforme que vous écoutez. Puis de partager ça avec vos amis aussi. De partager avec tout le monde. Répandre la bonne parole. Répandre la bonne nouvelle. Puis on a plein de incroyable podcast qui s'en vient. Je pense qu'on est rendu à quoi, le 6-7 qu'on vient d'enregistrer un en arrière de l'autre, avec des gens tout aussi intéressants. Fait que bon, ça fait 8 fois qu'on le dit, on va finir par conclure pour de vrai. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Caroline, merci à toi, puis à la prochaine tout le monde. Yes, à la prochaine.